Joindre. Allez, je me lance. Bonjour à tous. Donc je suis, Xavier Poinsignon dans les équipes de SFR et je vais donc être co-présentateur, mais c'est beaucoup Simon, qui va présenter, aujourd'hui ce webinaire que nous avons, organisé justement pour les centres hospitaliers, vraiment focalisé sur cette thématique-là dans le cadre du marché Uniachat. On va y revenir et donc, si on peut passer au sommaire, voici le contenu de cette présentation qui devra durer, un peu moins d'une heure. On a tablé sur 45 minutes pour notre intervention, puis, on pourra se laisser un petit peu de temps à la fin pour, interagir avec certaines de votre questions si vous voulez. Vous pouvez les poser dans le chat, dès maintenant. Comme on est 2, on va pouvoir, regarder, les questions et éventuellement les prendre en live, sinon on les gardera pour la fin et revenir sur vos interrogations. Je laisserai Simon te présenter. Côté sommaire, on va commencer par une petite introduction, parler du contexte et de manière générale sur le sujet de la sécurité, puisque c'est bien l'objet du webinaire aujourd'hui. Et ensuite, on aura, 3 grands chapitres, qui vont détailler donc le sujet, des enjeux autour, des enjeux et des réponses que l'on peut apporter sur la partie continuité de l'activité, connexion à distance, puisque c'est un des grands sujets d'aujourd'hui et des transformations de nombreuses organisations. Et puis on zoomera aussi sur, le biomède connecté pour vous donner aussi, l'état de l'art et ce qui se fait, les bonnes pratiques dans ce domaine-là. Voilà, puis on conclura. Je crois qu'on a l'intervention d'Éric à ce moment-là, qui pourra donner, quelques précisions justement sur comment s'organise, le marché Uniachat et comment nous on intervient à SFR pour ceux qui, peut-être n'auraient pas découvert cela, en détail. Voilà. Donc voilà pour le sommaire. Et eh bien, on attaque. Je te laisse peut-être Simon te présenter, puisque je te passerai ensuite juste la main. Oui, merci Xavier pour cette introduction. Donc pour ma part, Simon Rogeman, avant-vente sécurité chez SFR depuis plusieurs années. Et actuellement, j'ai une partie de mon travail qui est sur le marché Uniachat et donc à destination de différentes structures hospitalières, que ce soit de la région du Nord, mais aussi sur d'autres régions. Et voilà, donc c'est un travail assez axé actuellement sur la santé, notamment. Parfait. C'est vraiment le but de ce webinaire, c'est de vous partager, nous, l'expérience et ce que l'on fait, à vous-même peut-être ou vos pairs, pour que vous puissiez, justement constater, l'état du marché. Exactement. Alors, Donc, hop, l'objectif, ouais, vas-y. je te remercie Xavier. L'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'adresser, là sur ce sommaire, on le voit bien, hein, 3 sujets sur la sécurité et la disponibilité des infrastructures. Et c'est, justement suite à l'œuvre de pas mal d'attaques, hein, qui ont eu lieu sur les années, précédentes, notamment la 2021 ou qui a été assez conséquente. Et l'objectif aussi de ce webinaire, c'est d'être agnostique au niveau technologique et éditeur, hein. Donc on se veut plutôt axer sur du conseil et bien sûr, hein, si vous souhaitez avoir des informations qui sont plus en lien avec des projets, spécifiques, avec maintenant des éditeurs, on est en région, on est disponible, partout en France et là, on saura vous accompagner plus précisément. Donc là, voilà, c'est un petit peu de recul, sur ce qu'on peut avoir généralement avec, des focalisations sur des fonctionnalités de chaque éditeur. Pas du tout, là, on prend du recul, on parle de sujets un peu plus, génériques et notamment dans le domaine, de la santé pour les, différentes structures hospitalières que vous êtes. Vous comprendrez que ces, sujets sont des sujets présents, plusieurs fois évoqués et voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire des retours d'expérience aussi et de connaissances, de SFR dessus. Parfait. Alors, en introduction, j'ai une petite slide et après je te passe vraiment la main. Voilà, pour parler du contexte. Alors ça peut être générique comme contexte, mais j'imagine et je suis persuadé que ça s'applique également, au domaine de la santé et des centres hospitaliers. Mais, grosso modo, et c'est ce qui drive justement beaucoup de réflexions aujourd'hui, autour de la cybersécurité, c'est ce qui se passe, aujourd'hui auprès des entreprises. On est en plein dans, cette transformation numérique, alors qui a été accélérée par la pandémie, évidemment puisque, ça a impacté bon nombre d'organisations, mais c'était déjà en route. C'est malheureusement, ou heureusement, une obligation de bon nombre d'organisations de passer dans cette transformation numérique. Ça a des avantages, c'est un bénéfice direct de vouloir passer au tout numérique, on a, le SI, tout passe, par l'informatique, on a beaucoup plus d'applications,
Alors, ça peut être du e-commerce, c'est peut-être un peu moins le cas, mais en tout cas, voilà, on digitalise de nombreux process, de nombreux sujets, pour gagner en performance, pour gagner en efficacité, pour pouvoir faire aussi après des traitements, et des statistiques. Donc tout ça, c'est ce sujet-là de la transformation numérique. Donc le SI, se doit et devient, extrêmement prédominant dans l'organisation, de tous les jours. Et on cherche aussi à connecter toujours plus de choses. Alors ça sera la bonne transition avec le biomède, tout à l'heure. Donc, on veut connecter tout pour toujours concentrer les données, les datas pour pouvoir les traiter et améliorer, sa performance et son organisation. Évidemment, il y a un revers, hein, là on est dans le sujet de cybersécurité, il y a un revers. Qui dit SI qui devient plus, complexe, plus complet, forcément ça, ouvre des risques du côté de la cybersécurité, sur lesquels les cybercriminels vont pouvoir s'engouffrer. La thématique qu'on utilise souvent, le terme qu'on utilise souvent, la représentation, c'est la surface d'attaque, voilà. Plus vous avez de choses connectées, plus vous allez devoir vous ouvrir à l'extérieur, ouvrir votre SI à plus de partenaires, plus d'objets, et cetera. Plus ça ouvre d'opportunités aux cybercriminels de pouvoir trouver une porte d'entrée, et Simon va revenir, justement sur tous ces principes-là. Le 2e sujet, c'est, le télétravail. C'est la suite de la transformation numérique. Ça a été accéléré par la pandémie. Vous êtes aussi concernés par ça. Donc c'est, de pouvoir, permettre à l'utilisateur, à certains utilisateurs de pouvoir travailler. Il y avait déjà le nomadisme qui était un peu en place, mais désormais on a ce télétravail qui devient une généralité, qui s'impose dans les organisations. Et donc là aussi, comment le gérer? Et donc on reviendra aussi, adapté donc au monde médical, donc plutôt, concernant le médecin, c'est cette thématique-là, cet angle-là que l'on a pris. Comment on gère le travail à distance du médecin? Et puis en fait, la logique de toutes ces transformations-là, ce qui est le grand gagnant, je dirais, ce que je dis à chaque fois de ça, c'est l'adoption du cloud. Puisque pour arriver à être toujours plus digital, de pouvoir gérer aussi plus facilement le télétravail, eh bien le cloud, là, cette fois-ci, se rappelle à nous et bon nombre, là aussi, d'organisations décident de basculer des choses dans le cloud. C'est un peu l'obligation pour pouvoir, arriver à gérer tout cela et donc ça ouvre de nouvelles problématiques, là aussi, côté sécurité, hein. Le cloud, ça a plein de praticité, mais c'est, aussi des sujets de sécurité, qui seront un petit peu abordés dans cette présentation. Mais, selon voilà, votre degré de basculement dans le cloud, vous allez avoir de nouveaux, de sujets de sécurité ou qu'il faut penser différemment, puisque la sécurité du cloud est pas la même que celle qu'on pouvait faire, historiquement dans son propre data center ou lorsqu'on a ces applications qui restent encore dans l'enceinte de l'entreprise. Voilà, l'analogie toujours du château fort qui doit s'ouvrir et qui travaille beaucoup plus avec de l'extérieur. Donc voilà pour cette introduction. Ça introduit un peu, certainement les changements que vous devez opérer vous. Vous avez peut-être débuté avant la pandémie, qui ont dû s'accélérer pendant la pandémie et donc on va aborder, l'une différente de ces thématiques, donc dans la suite de la présentation. Mais, avant cela, Simon, tu vas continuer à présenter des sujets de sécurité, je crois. L'état de l'art, l'état des lieux de la menace, justement. Exactement. Bon, je vais commencer par un slide, avec un texte. Ça nous vient de la partie, de l'ANSSI, hein, une entité que vous connaissez, sûrement. C'est une définition de la cybercriminalité, cybersécurité. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que c'est la mise en place d'une cyberdéfense, hein. C'est de l'adoption de solutions de protection et en effet, c'est pour réduire les surfaces d'attaque, hein, qui sont aujourd'hui, très diverses et très variées sur les environnements, que vous puissiez avoir sur vos data centers, mais aussi sur les consommations d'applications SaaS et du cloud et les nouveaux usages aussi avec, l'intégration des usages biomédicaux qui est de plus en plus, conséquent avec des intégrations, qui nécessitent aujourd'hui des communications, pour des médecins, pour des radiologues, donc tout ce qui peut toucher à l'imagerie, le scanner, mais aujourd'hui beaucoup plus aussi avec de la médecine distante, l'organisation autour des GHT. Donc on travaille aujourd'hui de plus en plus avec des personnels qui peut être, multisite, qui peut être, totalement, décorrélé de la structure aussi hospitalière. Ça peut être des médecins de ville notamment aujourd'hui qui accèdent à des solutions d'imagerie, donc c'est le travail détaché. Toutes ces nouvelles surfaces et ben, justement il faut consacrer du temps, il faut consacrer de l'énergie, des solutions, pour, les protéger et justement ça fait sens avec cette phrase-là, donc c'est toute la partie cyberdéfense. Alors l'état de la menace, hein, comme expliqué par Xavier, on est
on subit la transformation et généralement la transformation, elle est un peu plus vite, elle est un peu plus rapide que ce qu'on peut faire en sécurité. Et en termes de sécurité, bah, justement, il faut bien travailler sur les différents sujets, déjà les détecter et pouvoir après, y répondre, de la meilleure des manières. Ce qu'on retrouve aussi aujourd'hui, hein, on a, au niveau de la profilation des criminels, hein, c'est que la monétisation des attaques aujourd'hui, c'est systématique. La majorité du temps, ça passe par, du blocage de l'infrastructure. Donc pour les débloquer, on utilise, des moyens de monétisation, notamment avec, les cryptomonnaies. Mais pas que, il y a aussi un deuxième sujet qui est assez sensible, c'est la donnée elle-même, la donnée patiente, hein, la donnée médicale qui peut être aussi, monétisable aujourd'hui et ça peut aussi nuire, à l'image d'une structure. Heu et d'autant plus aujourd'hui quand on parle de disponibilité des services et des infrastructures, la presse, vous verrez, en parle souvent, c'est aussi la notoriété et l'image, hein, que peut avoir un établissement suite à une attaque. Et puis on ne parle pas encore sans même parler de l'aspect, on va dire, juridique, hein, qu'impose la partie, LPM, et encore d'autres lois, aujourd'hui, en France notamment, pour des opérateurs qui peuvent être d'importance vitale ou même plus, hein, sur des sites, hein, qui sont de plus en plus critiques. Un autre slide qui peut aussi présenter ce que peut donner aujourd'hui le malware. Heu, donc on avait, quelques millions de malware en début de ce millénaire. Aujourd'hui, on a une explosion du nombre de malware, qui en plus intègre, de nombreuses techniques, qui sont de plus en plus variées. On parle aujourd'hui des fois d'attaques fileless, hein, donc sans fichier, donc ça rentre même pas en compte dans cette type dans ce slide-là. Ce qu'il faut regarder aussi dans ce slide, c'est la transformation aussi de la menace. Heu, Dans le graphique, là, on voit une augmentation, constante, hein, de ce nombre et on peut s'apercevoir que, bah, les moteurs de sécurité, qui qui étaient présents, encore même très régulièrement et vendus très régulièrement, il y a 5 ans, ont dû s'améliorer parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui se protéger avec, des systèmes standards, c'est-à-dire à base de signatures, donc avec des catalogues, de signatures qui sont connus par les équipements de sécurité. Tout simplement, ces fonctionnements-là sont plus possibles au vu du nombre de malwares disponibles. Donc on doit aujourd'hui travailler sur du comportemental, sur du machine learning. C'est des nouveaux mécanismes, hein, qui sont intégrés sur pas mal de solutions aujourd'hui, pour aller justement faire de la sécurité au plus précis, et notamment avec l'injection aussi de strains d'intelligence. Voilà, on a pas mal d'éditeurs qui travaillent sur ces solutions-là aujourd'hui et donc voilà, c'est des mécanismes qui permettent de traiter des menaces, dites connues. Donc, là, justement les malwares sur lesquels on a des signatures, mais aussi des menaces inconnues, voire même ciblées. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller, de travailler sur aussi des environnements qui ne sont pas, isolés ou silotés et d'avoir, des communications, entre ces différents équipements de sécurité pour avoir une vue globale, dite comportementale. En tout cas, on y va de plus en plus sur la partie comportementale et plus uniquement sur la partie signature. Donc on va voir dans les différents slides que justement l'intégration de ces nouvelles fonctionnalités est présente sur différents, domaines de sécurité et aujourd'hui on tend vers une solution qui est de plus en plus, liée à, du machine learning, voilà sur une base, qu'appelleraient souvent, les éditeurs, l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas exactement vrai, mais dans certains termes en effet on s'y rapproche. C'est les mots à la mode, hein, qu'on aime bien utiliser. Exactement. Et oui, il faut aussi noter que les cybercriminels utilisent aussi ou annoncent de bientôt utiliser l'intelligence artificielle pour mener leur attaque. Donc, encore une fois, on est toujours dans le chat et la souris et les armes doivent, voilà, s'augmentent ou se diversifient de part et d'autre à chaque fois. Exactement. Du policier et du voleur aussi. Oui, oui plutôt. Alors, on a aussi par ce slide une compréhension, en tout cas, voilà, une meilleure compréhension de ce que peut être aussi des vecteurs d'attaque et pour mieux prioriser et adapter les sujets de sécurité. On ne peut pas, être, au four et au moulin, vos équipes, en tout cas dans les GHT, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une mutualisation des équipes de sécurité et des fois même surtout une réduction, donc il faut faire mieux avec moins et donc orienter les projets, et être sûr et certain de pouvoir prioriser, ces sujets de sécurité. Donc ce qu'on peut voir dans ce graphique-là, c'est qu'en effet, bah, on peut répondre à plusieurs, vecteurs d'attaque, notamment avec des technologies, mais pas que, pas que. Il y a aussi le vecteur humain, c'est-à-dire, la partie,
sensibilisation des utilisateurs. Et ça peut passer sur l'usage des bonnes pratiques, notamment les mots de passe, les accès à compte à privilèges, le phishing, l'arnaque au président, hein, comme on voit, elle est quand même assez régulièrement remontée. Toute la gestion aussi des données sensibles. Voilà, c'est quand même assez large. Alors ce graphique-là, je suis désolé, il n'est pas spécifiquement pour la santé. C'est plus générique, hein, c'est pour l'ensemble des entreprises publiques et privées en France. Mais ça donne un aspect quand même assez intéressant de constater que les attaques ne sont pas uniquement, on ne peut pas uniquement répondre avec des technologies, mais des fois aussi avec de la sensibilisation. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va traiter de l'aspect technologique, parce que c'est quand même aussi aujourd'hui ce qui implique, ce qui rend aujourd'hui des systèmes inopérants. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de traiter plutôt sur l'aspect technologique, la réponse technologique en tout cas qu'on va pouvoir mettre en place. Alors d'autres éléments aussi qui ont été remontés, suite, aux analyses qu'on peut avoir, aussi les échanges qu'on a avec, nos différents clients, qui soient dans le privé, dans le public, mais aussi dans le public. Aussi rapports de l'ANSSI, et les différents rapports que nous on peut avoir, au travers de nos partenaires. C'est qu'une attaque aujourd'hui, ciblée, elle est en plusieurs étapes. Donc on va justement vous présenter une kill chain et sur cette kill chain, c'est les différentes étapes que va devoir utiliser, un attaquant pour, arriver à ses fins. On va pouvoir justement traiter, les sujets de sécurité de manière à comprendre les différentes étapes et de prioriser ces sujets de sécurité. Ce qu'on constate aussi, c'est que, bah, il faut gagner en visibilité, avoir une bonne gestion du contexte et pour cela, bah, il y a des outils, hein, notamment le comportemental, le DR, l'XDR, hein, qui permet aujourd'hui d'y arriver, de manière plus évidente, on va dire. Mais aussi tous les équipements d'infrastructure, les bonnes pratiques, l'isolation, la mise en place de solutions de sécurité. Mais ce qu'on a aussi comme retour, c'est qu'une attaque est détectée 11 à 40 jours, après la première pénétration du système. Une attaque même ciblée avec, un chiffrement de la quasi-totalité des devices, hein, des serveurs, des endpoints, on est quand même généralement à 40 jours et le moment où la personne ou l'attaquant appuie sur, la touche pour tout chiffrer notamment, Heu, ça n'arrive pas le lundi matin quand tout le monde est à son poste, hein. Ça arrive plutôt un samedi soir, quand les équipes sont réduites, heu, voire quand le service est même, non disponible, hein, les services SOC ou les services sous-traités. Heu, voilà, c'est aussi une manière aussi d'aborder le sujet, c'est que, l'attaque, elle se propage avec des signaux faibles au début, donc il faut avoir des outils spécifiques, hein, pour pouvoir les détecter. Et il faut avoir aussi un service qui soit disponible, potentiellement 24/7, hein, pour répondre, justement au moment où l'attaque est jouée. Alors comme je vous dis, la presse en parle, la presse, bah, là, on a quasiment que des remontées là d'hôpitaux en France. Alors j'ai rajouté un petit bloc quand même pour l'Allemagne, parce qu'on parle aujourd'hui des premiers décès liés à des cyberattaques. Donc les cyberattaques ne sont ont un impact, secondaire. L'objectif, hein, je pense, des attaquants n'est pas d'aller chercher les décès, hein, mais bien d'aller, se faire monétiser, hein, donc d'avoir une rentabilité sur leur attaque. Ceci étant, bah, quand on parle de biomédicaux, d'équipements qui sont, nécessaires et vitals pour la santé de certains patients, il peut avoir des impacts et ça, justement, ça nuit à la confiance qu'on peut avoir, dans les hôpitaux et bien sûr la notoriété et l'image. L'image aussi, qui est très impactante, hein, pour les hôpitaux, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs. Là, que la majorité des sujets viennent de 2021 et on aurait pu faire encore 5 ou 6 slides si on le souhaitait, parce qu'il y en a eu beaucoup dans la presse et encore c'est uniquement ce qui est ressorti dans la Et presse. ils ont joué sur l'opportunité de la pandémie, hein. C'était cette vague, début 2021 quand c'était pas le moment pour les hôpitaux de gérer des problèmes de cybersécurité. Exactement, notamment parce que la surcharge des équipes était réelle et c'était compliqué de pouvoir administrer des sujets de sécurité, d'être agile tout en déployant des nouvelles solutions. L'impact, il s'est ressenti directement, hein, c'est que le nombre de failles a explosé parce que les surfaces d'attaque ont augmenté, parce que, peut-être les attaquants avaient plus de temps aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le résultat est là. Alors ce que je vous propose, c'est d'attaquer le 1er sujet, hein, le maintien de la continuité de l'activité. On va justement, par ces différents éléments là-dessus. On va essayer d'être un peu générique. Heu,
Il y a des enjeux, sur la continuité d'activité. Alors, il y en a même plusieurs, il y a même plusieurs risques, hein. Là, on a mis quelques-uns. Heu, L'enjeu, c'est bien de fournir une infrastructure, qui est de la partie data center, mais aussi campus, hein. Donc campus, on compte dessus, l'ensemble des devices qui sont interconnectés. La partie data center, on est plutôt sur les serveurs. Donc voilà, il faut que cette infrastructure fonctionne. Bien sûr, H24, notamment dans les systèmes hospitaliers où, il y a pas de jour off, hein, il y a pas de jour férié. Les systèmes doivent fonctionner du, lundi, matin au dimanche soir, sans perturbation et sans arrêt. Il faut bien sûr aussi maîtriser tout ce qui est accès, hein, externe, interne, biomed, IoT. Il y a aussi tous les nouveaux projets qui peuvent, être déclenchés avec une convergence de plus en plus accrue des solutions de réseau et de sécurité, notamment côté data center et campus. Ce qui peut complexifier des fois la compréhension de ce qui est possible de faire, parce que ça part dans tous les sens aujourd'hui et l'objectif, c'est d'avoir une trajectoire de sécurisation. Donc, travailler sur ces 2 domaines-là, à des moments, de manière silotée, ça peut imposer, des problématiques, des contraintes. De travailler de manière commune sur ces sujets-là peut apporter aussi, des fois, un peu de flexibilité et de meilleure compréhension. Donc c'est aussi un les nouveaux enjeux qu'on voit actuellement. Et bien sûr, la gestion centralisée et multisite, d'autant plus avec les GHT qui se sont construits et qui se construisent encore aujourd'hui. Bon, les risques, eh ben, vous les comprenez, hein, des vecteurs de risque des réseaux ouverts, gestion des vulnérabilités des composants non maîtrisés, les mouvements latéraux, les impacts sur la disponibilité des services et j'en passe, hein. Et bien sûr, après, bah, c'est, la notoriété, l'image et bien sûr, la qualité des soins qui vont être apportés auprès, des patients. Alors, je vous ai parlé de la kitchen. La kitchen, c'est plusieurs équipements, c'est plusieurs solutions, c'est, surtout des étapes qui vont être nécessaires à un attaquant pour arriver à ses fins. La première, vous la comprenez, la reconnaissance. Il faut, excusez-moi. Il faut en effet détecter les failles, où elles sont, sur quel système, pour réussir à pénétrer, l'infrastructure. L'armement, bien sûr, ça c'est uniquement, côté attaquant, c'est la construction, des différents payloads, des différents, outils qui vont permettre d'infiltrer le réseau et puis d'exploiter les failles et d'exécuter, l'attaque. La livraison qui est extrêmement importante, qui est aussi, on voit, utilise pas mal de protocoles différents. Alors généralement, elle passe par le web et le mail, mais on utilise aussi, les attaquants sont assez inventifs pour utiliser pas mal de techniques différentes. Et par la suite, il y a l'exploitation des différentes failles. Comme on a pénétré le réseau, on a livré déjà un 1er package. L'objectif, c'est d'exploiter les premières failles, des systèmes, pour réussir à installer les différents payloads nécessaires et bien sûr pour communiquer à l'extérieur. Quand la communication à l'extérieur est opérationnelle, l'attaquant est libre, de pouvoir, travailler, en même des fois en cachette pour, atteindre son objectif, hein, donc généralement d'aller chiffrer, d'utiliser des ransomware pour, être monétisé. Alors il y a une phrase qui répond bien, à ce principe-là, hein, c'est qu'un attaquant doit être bon une fois pour entrer dans l'infrastructure. Le DSI et RSSI par contre doit être, bon tout le temps pour éviter, toute attaque. Et justement, l'objectif, hein, de ce webinaire, c'est de vous présenter les bonnes pratiques, la bonne visibilité, l'intégration des nouveaux moteurs de sécurité, plutôt dit next-gen, pour changer un peu la donne. C'est-à-dire que l'attaquant, là, aujourd'hui, doit être bon tout le temps, à chaque étape, pour garantir, l'efficacité de son objectif. Et sur ces étapes, hein, eh ben, justement, on va travailler sur la reconnaissance, livraison, exploitation, installation, command and control et bien sûr l'action après sur l'objectif. Ça, on en parlera moins aujourd'hui. On va moins traiter la partie poste de travail, on va plutôt traiter la partie infrastructure. On va travailler du coup, on va reprendre les différents vecteurs d'attaque, mais aussi les protocoles. Il y a un protocole qui est fortement utilisé sur chacune des étapes, c'est le DNS. On fera une petite passe dessus aussi spécifiquement pour ce protocole. Alors, à savoir, je termine là-dessus, c'est un schéma de kill chain, il y en a plusieurs. Il y en existe plusieurs. Il y a le Mitre Attack, il y a les différents éditeurs qui se baladent avec leur schéma. Il y en existe plusieurs qui sont des fois à 8, 9, 10 étapes. En effet, on peut aller plus précis dans cette description d'une kill chain. Par contre, cette kill chain en 7 étapes, elle reprend quand même les différents aspects et on peut s'arrêter déjà à ce niveau-là. Mais en fonction des éditeurs, ils vont des fois plus dans de la précision, avec des fois 10, voire même 12 étapes.
Alors, comme on l'a vu précédemment, le firewall est assez présent. Alors, je reprends ici la kill chain, les différents schémas de la kill chain. Le firewall est assez présent parce que déjà, c'est des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, et notamment, il y a beaucoup de guides hein, qui reprennent ces bonnes pratiques au travers des guides rédigés par l'ANSSI. Euh, ces bonnes pratiques, c'est la segmentation. C'est primordial, c'est vraiment la première étape. On a beau mettre pas mal de technologies derrière, s'il n'y a pas une segmentation qui a été bien effective, qui est bien effective par zone par différentes zones, on risque d'être limité et les mouvements latéraux vont être très impactants. Donc on risque d'être limité malgré les technologies déployées. Euh, Là-dessus, il y a des guides, donc il y a la PA 022 par exemple, qui est très précise de l'ANSSI, qui reprend justement les contraintes et notamment liées aussi aux validations des certifications qui peuvent aller jusqu'à l'HDS. Nous, ce qu'on conseille fortement aujourd'hui, et c'est le travail qu'on a fait au travers de plusieurs projets dans certains CH, dont des très gros, c'est de travailler avec une double barrière firewall. Donc, notamment les établissements pivots déjà achetés, qui sont généralement un peu plus conséquents, travaillent de plus en plus et quasi la majorité, je crois, aujourd'hui, travaille avec une double barrière. L'objectif de la double barrière, c'est bien d'aller segmenter, mais aussi d'avoir des fonctionnalités précises sur chaque firewall. Donc, on a vraiment la partie périmétrique hein, qui va se charger de l'aspect distant. Donc là, on va utiliser pas mal de fonctionnalités next-gen hein, pour aller sécuriser tout ce qui est périmétrique, donc les accès web, la partie mail potentiellement, les interconnexions, l'IPsec. Donc on va se charger, on va doter en tout cas ces firewalls de solutions next-gen. Et plutôt pour la firewall interne, de travailler donc IDS, IPS, bien sûr, il y aura des modules de sécurité, mais travailler surtout à une segmentation précise, que ce soit des utilisateurs, data center, les sites sur lesquels il y a une meilleure confiance et potentiellement d'avoir aussi du multi-administration ou des choses qui permettent aussi d'être assez agile sur le déploiement des nouveaux projets. Donc, ce n'est pas uniquement une documentation qui reprend des bonnes pratiques qui seraient rédigées de manière empirique. Non, on voit clairement de manière sur la sécurité que cette gestion de la double barrière promet, en tout cas fournit, en tout cas de meilleures protections pour les différentes applications, hein, quelles qu'elles soient. Donc on va pouvoir agir là sur les différentes phases hein, de la kill chain. On le voit sur de la reconnaissance jusqu'au command control. Le fonctionnement en double barrière permet de travailler sur ces différentes briques de la kill chain. Donc on voit très bien aussi qu'un attaquant qui a réussi à livrer potentiellement par un mail ou par le web un payload, ou même par une pièce jointe, un payload hein, qui peut être exécuté, il n'a pas encore, c'est pas pour autant qu'il a garanti en fait son attaque. Donc on peut travailler sur ces différentes étapes. Un des vecteurs fortement utilisés hein, pour le téléchargement de payload, hein, c'est le mail, vous connaissez. Il y a eu beaucoup de pièces jointes vérolées ces 2 dernières années, ça a un peu explosé avec les contenus dynamiques Excel, PDF aussi, les fausses factures qui se baladaient ou les choses comme ça. Le risque du mail, hein, c'est bien sûr de pouvoir pénétrer le réseau, de pouvoir livrer un payload, mais pas que. On peut aussi faire de la reconnaissance, on peut dire la même petite icône, avec notamment du phishing. Voilà, le risque du phishing, c'est la récupération de login mot de passe. Ça peut être très impactant, notamment quand il y a des connexions distantes, des services publics, des services qui sont disponibles sur Internet. Si la personne a été usurpée justement par son login mot de passe, notamment lié à un mail de phishing, automatiquement, c'est une nouvelle porte en tout cas qui s'ouvre pour les attaquants. Donc le mail, c'est un vecteur d'attaque extrêmement important sur lequel sur lequel il faut y répondre. La solution, c'est la passerelle de messagerie. La passerelle de messagerie, elle est en frontale d'Internet. C'est la première étape. Hein. Quand le mail est reçu, la passerelle de messagerie, elle est en amont du serveur de messagerie et de l'utilisateur. L'objectif, c'est de nettoyer le mail, filtrer. Aujourd'hui, on peut même aller plus loin avec la sensibilisation, générer des campagnes de phishing, de faux phishing. On peut désarmer des pièces jointes, on peut le coupler à du machine learning, bien sûr, hein, pour être encore plus précis, notamment pour détecter le phishing, pour détecter aussi tous les mails qui ont pour but une compromission. Donc l'utilisation des faux domaines cousins, des choses comme cela. Et aujourd'hui, il est couplé aussi à l'XDR hein, qui est essentiellement sur du comportemental. Donc on peut le coupler, il y a différentes solutions qui le permettent.
Le deuxième vecteur d'attaque, c'est la protection du surf. Le proxy web est une des solutions. Donc, il faut savoir que ce vecteur d'attaque peut être utilisé à différentes étapes. Alors, la reconnaissance, bien sûr, on peut très bien avoir des systèmes déjà piratés, des systèmes légitimes piratés dont les utilisateurs s'y connectent. Ou c'est arrivé aussi avec différentes entreprises américaines, surtout une grosse, de Mercenaries, qui a eu son système d'information justement qui a été vérolé, et les systèmes de mise à jour, du coup, ont permis aux attaquants de prendre la main chez plusieurs de leurs clients. Donc on voit que la passerelle, même un éditeur légitime peut être source, en tout cas, d'une attaque. Donc les différentes étapes, hein, pour se protéger vis-à-vis de ça peut être le proxy web ou le filtrage URL. Le proxy web, c'est surtout en termes de comment dire? De certification où il faut une rupture protocolaire entre un serveur et internet. Donc là, on utilisera en DMZ un proxy. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus de l'URL filtering, hein, qui répond quasiment au même niveau de sécurité. On le couple avec tout plein de solutions, hein, qui est la partie antivirus, la partie analyse next-gen. Donc c'est assez complet. C'est des vecteurs d'attaque qu'il faut traiter en priorité, hein. Le mail et le web, c'est vraiment 2 vecteurs d'attaque qui sont fortement utilisés, mais pas que en vecteurs d'attaque, hein, comme on le voit ici en haut. On va utiliser le web à les différentes étapes pour pouvoir communiquer avec l'attaquant, hein, quand on a réussi à pénétrer le système, pour le téléchargement et l'installation aussi, pour télécharger des packages. On voit que le mail le web est fortement utilisé. C'est un vecteur d'attaque à privilégier en termes de sécurisation. Le DNS, il est Simon, présent. je t'alerte un petit peu sur le timing. Il faut, Ouais, si on veut j'accélère. arriver à Je te tenir, remercie. le timing, ouais, il y a beaucoup de slides voilà. Le DNS, il est utilisé, bah, par le web, par le mail, et il est utilisé aux différentes étapes d'une kill chain. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il s'est spécialisé. Aujourd'hui, il a été détourné. On utilise des fonctionnements type DGA, donc domaine, des algorithmes de génération de domaines, des tunnels. Donc ça va nécessiter bah, des résolveurs qui sont un peu plus compétents dessus en termes de sécurité pour travailler sur la détection, notamment l'exfiltration de données, le téléchargement de payload. Tous ces types de solutions aujourd'hui sur ces phases d'attaque peuvent utiliser uniquement le DNS ou le DNS avec le HTTP ou le DNS avec n'importe quel protocole. Mais le DNS est primordial, il est systématiquement utilisé dans toute attaque. Et Et pour cela, il y a des solutions, hein, qui existent, hein, pour travailler au niveau machine learning, intelligence artificielle, comme ce qui est avancé par les éditeurs. La connexion distante sécurisée du médecin, alors qui est de plus en plus fréquente. Alors les enjeux, bien sûr, c'est de fournir des accès sécurisés, de pouvoir échanger de la donnée, s'assurer, d'avoir une visibilité sur qui se connecte, quand, comment, à quel pour quel usage. Et bien sûr, bah, le risque, hein, vous comprendrez que ça sera l'indisponibilité des accès. Ça peut être aussi l'usurpation d'identité avec le rejout du mot de passe, la fuite de données, bien sûr, des accès aux ressources non nécessaires. C'est donc primordial aussi d'avoir des accès aujourd'hui. Vous êtes dans l'obligation d'en avoir avec l'explosion du télétravail et de la gestion de la télémédecine. Et donc la question, c'est comment répondre à ces risques et ces enjeux. Il y a plusieurs solutions. En fait, les solutions, elles sont potentiellement liées à la population qui va s'y connecter. Alors, il faut savoir qu'il y a les VPN. Les VPN, aujourd'hui, ne permettent plus de sécuriser au même niveau qu'avant. C'est-à-dire qu'on va plutôt partir sur du ZTNA, Zero Trust Network Access, ce qui va permettre de donner uniquement les droits nécessaires. Donc, c'est vraiment les stricts droits qui vont être donnés à chaque utilisateur pour éviter que, justement, l'information, bah, que n'importe quel utilisateur puisse se connecter à n'importe quelle donnée ou applicatif. Donc, c'est la méthode du moindre privilège. Il y a aussi toute la sécurité qui va être renforcée avec des mécanismes IPsec, hein, pour que la donnée soit pas interceptée sur le chemin. Donc à des moments, on utilise des fois le SSL, il faut faire attention. On peut très bien être en coupure, donc on n'est pas sur des solutions dites sécurisées. On peut aller plus loin. On peut aussi utiliser des machines de rebond, type Bastion aussi, hein, pour pouvoir loguer toutes les informations qui peuvent être utilisées par l'utilisateur, les actions aussi qui peuvent être menées, notamment pour les télémainteneurs. Donc des solutions, il y en existe. Il y en a plusieurs sur le marché. Il y a des solutions qui sont certifiées ANSI. Il y en a d'autres qui permettent de répondre à des certifications, notamment HDS. Donc il y a plusieurs solutions là-dessus. Nous, on peut vous accompagner aussi à la compréhension des besoins et puis bah, pour travailler justement à des solutions qui seront compatibles avec votre contexte.
La protection de l'identité, c'est aussi extrêmement important aujourd'hui, notamment quand il y a du phishing. Le phishing, on va récupérer le login, mot de passe et la problématique des concentrateurs VPN et ZTNA, c'est que si on a le login et le mot de passe, on peut se connecter et récupérer l'ensemble des informations, en tout cas qui sont disponibles à l'intérieur de la structure. Dedans, on va retrouver tout ce qui peut être lié aux tokens, donc des hardware tokens. Aujourd'hui, c'est un peu lourd à gérer, mais on va surtout travailler aujourd'hui sur des soft tokens, du push, de la biométrique, voire même aujourd'hui du fileless. L'objectif, c'est bien d'aller sécuriser l'authentification avec plusieurs facteurs. On a bien une notification qui comporte, en fait, qui combine plusieurs solutions. C'est une information que l'utilisateur sait, son mot de passe, et une autre information qui vient de sur ce qu'il possède, donc le téléphone, le biométrique, la security key. Voilà, il y a plusieurs solutions. Bien sûr, aujourd'hui, on sait sécuriser énormément de solutions, c'est de plus en plus compatible. Il y a une intégration qui peut être très, très facile aujourd'hui, notamment dans le cadre du protocole SAML ou du SSO qui peut être fortement utilisé. Donc, on a des retours d'expérience aujourd'hui de la sécurisation des médecins au travers de VPN portés par des firewalls, avec un couplage avec une solution en SAML ou en Radius LDAP qui permettent justement d'avoir un second facteur. La partie biomède, la partie biomède, c'est pas uniquement une simple, pas uniquement une simple pommade, hein. Alors c'est vrai que dans la santé, on utilise souvent le bénéfice-risque, le rapport bénéfice-risque. C'est aussi ce qu'on utilise des fois aussi dans la partie sécurité, le bénéfice de certaines solutions avec le risque associé. C'est ce qu'on fait depuis le début, d'ailleurs, en jeu risque, et puis bien sûr le bénéfice associé, et derrière la résolution, la manière dont on peut limiter le risque tout en gardant les bénéfices. Alors un schéma de principe, voici ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre infrastructure. La partie NAC va travailler sur la partie utilisateur, qu'il soit nomade ou surtout à l'intérieur de l'infrastructure et tout ce qui peut être équipements biomédicaux avec la gestion de l'IoT. Donc l'objectif, c'est d'avoir une meilleure maîtrise de l'infrastructure, des composants qui s'y connectent et pouvoir affecter du coup les bonnes politiques, de travailler au niveau sécurité et d'avoir une meilleure compréhension aussi des équipements biomédicaux qui sont extrêmement compliqués et qui portent très peu de documentation. En tout cas, voilà, ça nécessite d'avoir une connaissance et cette connaissance, elle est compliquée à maintenir. Ce qu'on peut comment on peut voir la chose, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont on peut répondre avec le biomède, c'est déjà travailler au niveau du NAC, le Network Access. C'est la première brique, ce qui permet de faire de l'identification, l'authentification d'équipements et d'utilisateurs, mais surtout d'équipements. Bien sûr, tous les équipements ne sont pas authentifiables, donc généralement ça passe par un certificat, donc on utilise du profiling. Le profiling, c'est qu'on va récupérer différentes informations pour détecter si c'est un scanner, si c'est une imprimante, si c'est une SAP, si c'est n'importe quel équipement biomédical qui peut être utilisé Ou un avec intrus. oui, Ou un avec une intrus. visibilité très précise. Ou un intrus, exactement, et d'autoriser uniquement ce qui est autorisable. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, où là, après que le NAC a réussi à définir quel device était derrière le port, c'est de lui donner une autorisation, donc soit le laisser accéder à certaines zones de l'entreprise au travers de VLAN, travailler sur des ACL, alors ça, aujourd'hui, on évite, voire même travailler sur de la posture, c'est-à-dire il faut que le device ait un antivirus à jour pour pouvoir se connecter à l'infrastructure. Bien sûr, aujourd'hui, il y a le firewall qui est très présent parce qu'on va pouvoir segmenter les zones, comme indiqué dans les premiers slides. Et pour segmenter les zones, il faut qu'on ait des connaissances, bien sûr, des devices qui sont derrière. Et c'est le firewall qui va pouvoir aussi permettre des autorisations un peu plus fines, et notamment d'éviter de travailler avec des ACL qui sont quasiment illisibles aujourd'hui. Donc, on va pouvoir travailler sur des règles firewall. Ce qui permet d'intégrer tout de suite la sécurisation. La sécurisation, l'objectif des firewalls, aujourd'hui, on est sur des firewalls next-gen qui embarquent des moteurs de sécurité qui sont de plus en plus, on va dire, IA aussi, machine learning. Et on va pouvoir activer donc des antivirus, anti-spyware, des modèles IoT, tout ce qui est vulnérabilité aussi, qui est fortement utilisé, notamment dans le biomètre, parce que les équipements ne sont pas mis à jour ou peu mis à jour.
Et donc la vulnérabilité de certains systèmes, on les connaît. Bah, autant appliquer les bonnes règles de sécurité sur les firewalls, d'appliquer les moteurs de vulnérabilité, et donc dans ce cas-là, d'avoir une sécurité un peu plus élevée avec une surface d'attaque moindre, notamment empêcher les mouvements latéraux. Il y a aussi toute la partie périmétrique. Il faut savoir que les équipements se mettent souvent à jour, donc il faut en plus qu'ils aient un accès à Internet et spécifiquement des URL de l'éditeur, de la solution. Et des fois, c'est pas si clair que ça. Il faut ouvrir un peu plus large. Donc on voit très bien que plus on descend dans ce niveau de sécurité, bah, ça va nécessiter une compréhension, mais l'impact, hein, c'est bien d'avoir une meilleure sécurité. Les solutions Next-Gen Firewall et les solutions NAC communiquent de plus en plus, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un fonctionnement où on va se diriger vers une exploitation. En tout cas, on va se focaliser sur le service d'exploitation, sur la partie sécurité. On ne travaillera plus sur la partie niveau 2, sur la partie identification et authentification. Tout ça, ça sera quasiment automatisé. Mais on va se focaliser sur la partie sécurité. Quel module, comment adapter la sécurité au cours du temps. Je rajouterais qu'il y a la partie Biomed. La partie Biomed, alors on a un éditeur sur le marché UniHA, hein, qui est Medigate, qui permet, qui déjà porte une base de connaissances très pointue sur l'environnement santé, et avec notamment toutes les informations relatives aux équipements Biomed. Et bien sûr aussi des taux d'utilisation des équipements, donc ça va un peu plus loin. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez des présentations sur ces différents aspects de la sécurité NAC. Le marché, comment on peut vous accompagner? Écoutez, bah, SFR, c'est un acteur de la sécurité, depuis de très longue date, et aujourd'hui, bah, on est présent sur l'ensemble du territoire français. On sait vous accompagner sur, énormément de technologies, parce qu'on a 400 experts de sécurité, enfin même plus de 400 experts de sécurité certifiés. On a des partenariats forts avec des acteurs de la sécurité, mais pas que aussi, hein, infrastructure, donc tout ce qui est campus, DC et cloud. Et on travaille systématiquement à avoir des niveaux de certification au plus élevés chez plusieurs éditeurs, notamment sur la partie déploiement, avant-vente, mais aussi support. Voilà, donc sur tous ces sujets, on peut vous accompagner. On a des avant-ventes spécialisées dans plusieurs domaines. Les éditeurs, le marché UniHA en compte une vingtaine, même un peu plus. Sur la partie sécurité, il y en a quand même il y a quand même assez bonne liste. Alors c'est le lot 3, mais aussi le lot 4, hein, qui prend Infoblox. Infoblox, hein, qui permet qui est Infoblox, un lot 4 qui permet de traiter la partie DNS notamment. Voilà, les sujets sont nombreux. On va du VPN à l'anti-DDoS, en passant par la conformité. Donc vous comprendrez que sur le marché NHA, on peut vous livrer pas mal de solutions, de projets aussi, de déploiement, de migration, de transformation. Alors, bien sûr que ça se fait pas juste uniquement avec des réunions, avec, des POC ou des démonstrations. C'est en fait plus complet que ça, hein. Donc on peut faire du conseil, de la veille technologique, faire des comparaisons, des études comparatives entre plusieurs éditeurs. On a des avant-ventes qui sont dédiés sur le marché UniHA, hein, donc ils comprennent aujourd'hui les enjeux, les risques et bien sûr les solutions qui sont adaptées, à votre contexte. Tout ce qui est POC et démonstration, il y a énormément de solutions. Savoir laquelle sera la meilleure, c'est des fois compliqué. On peut, de la simple démonstration, aller même jusqu'au POC, dans votre contexte et tester, au travers de vos solutions, si c'est bien la bonne solution. Si elle répond bien, en tout cas, à vos exigences. Il y a tout l'accompagnement au déploiement. On a des ingénieurs et chefs de projet qui sont, certifiés aussi, qui sont, compétents, avec des retours d'expérience, sur différentes technologies et qui peuvent même aller jusqu'à la formation de vos services. Et on terminera par la partie support et maintenance. Pareil, de même, des certifiés, des experts là-dessus, avec aussi la possibilité d'avoir une maintenance sur tout le territoire en 4 heures ouvrées. Donc SFR peut répondre à ces différents aspects, hein, que ça soit, purement veille avant le projet, pendant le projet et après le projet sur la partie, exécution du contrat. Run. Je laisse, la main à Eric, hein, pour terminer avec ce dernier slide, si Oui, Eric, tu veux bien bonjour. Éric Sauvageau, donc je suis coordinateur UniHA pour SFR. Donc notre organisation finalement est assez simple puisque pour tous vos besoins, vous vous adressez à votre commercial local SFR et dans chacune des régions, nous avons un avant-vente référent pour chacun des lots dont nous sommes titulaires. Donc SFR est titulaire du lot 1, réseau filaire, et du lot 3, sécurité. Donc c'est un marché qui a débuté en 2019, donc nous sommes dans la dernière année du marché. Pour votre information, il va être relancé au printemps 2022 pour un nouveau marché qui va débuter à partir du 1er janvier 2023.
On compte environ 300 adhérents au début du marché. Il y a plus de 50 adhérents qui ont rejoint UniHA depuis 2019. Et il y a également des universités qui ont rejoint UniHA. Comme le disait Simon, c'est un marché qui est assez riche, puisqu'en fait, pour chacun des domaines fonctionnels qu'il a pu évoquer tout à l'heure sur le lot 3, vous avez 4 solutions à votre disponibilité. Et si ces bordereaux de prix peuvent vous sembler un petit peu compliqués, n'essayez pas forcément de rentrer dans le détail. Moi, je vous conseille de contacter l'avant-vente sécurité de votre région, et c'est lui qui vous aiguillera en fait pour monter l'offre qui va bien. Voilà, donc on a une dynamique assez soutenue. Donc c'est un marché qui est en croissance constante depuis la première année du marché, et notamment le lot sécurité depuis 2019 et depuis la mise en place du télétravail. Dans le passé, effectivement, on constatait qu'il y avait beaucoup de volume sur le lot réseau et un petit peu moins sur les lots sécurité. Ça s'est équilibré, et même en 2020, en fait, le volume sur le lot sécurité était plus important que la partie réseau. Voilà, donc moi j'en ai terminé. Si vous avez des questions, ben, peut-être il nous reste encore 10 minutes, donc si vous voulez les poser maintenant, on y répondra bien volontiers. Merci à vous. Merci à tous, oui. C'est vrai, on a pu rattraper le timing, bravo à tous. Et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut tenter aussi un démute si vous le souhaitez, mais plus ça serait peut-être le chat pour que tout le monde puisse la voir. Non, je ne vois pas de questions arriver. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je vois que le webinaire a été enregistré, donc on va peut-être pouvoir vous le mettre à disposition. Donc si vous souhaitez, le regarder, calmement, ou bien le partager avec d'autres de vos collègues qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Et je pense que le support également, hein, on va pouvoir en faire une version diffusable pour que vous puissiez aussi, vous reporter à lui, si vous avez, besoin de voir calmement peut-être une des slides. Certaines étaient peut-être assez complètes, et c'est vrai qu'en 45 minutes, c'est toujours difficile de pouvoir rentrer dans les détails. Après évidemment, on sera ravis de pouvoir aussi organiser des réunions techniques avec vous pour que nos avant-ventes experts puissent expliquer les choses aussi, évidemment. Très bien. Bon, je ne vois pas de questions arriver. Écoutez, c'est parfait. Merci à tous les participants. Merci également aux présentateurs. Et donc, eh bien, on reste encore à votre disposition pour pouvoir vous présenter cela en one-to-one si vous le souhaitez, directement chez vous ou à distance, selon le contexte. Et puis, on vous donne rendez-vous peut-être pour un autre webinar dans le même domaine prochainement. En tout cas, lié à ce domaine particulier de centre hospitalier et de la médecine. Merci à tous. Merci à vous. Et puis, bonne fin de semaine, effectivement. Merci.